Bonjour à tous et à toutes, ici Marwan et bienvenue sur la suite de la quête sur les moteurs de jeu. Alors actuellement on peut afficher différentes formes 3D dans notre moteur de jeu, texturées et éclairées, notamment avec l'utilisation du modèle de Phong. Alors pour le moment on n'a que des formes assez basiques, donc des cubes, on a des cubes, des cylindres, des sphères et des planes. Mais nous, ici, on veut pouvoir afficher des modèles beaucoup plus complexes qui vont permettre de pouvoir améliorer le réalisme de notre moteur de jeu. Alors nous, ce qu'on voudrait avoir, c'est par exemple, à terme, bon, ça serait bien, c'est en tout cas mon objectif que j'ai pour ce moteur de jeu, c'est de pouvoir afficher des mondes assez complexes qu'on peut retrouver dans des jeux assez récents. Donc notamment Nier Automata où on voit que vraiment le rendu au niveau surtout de la luminosité est assez bluffante. Enfin, là ça commence assez à dater, hein, il y a 2 ans, mais globalement c'est un peu ce qu'on peut faire actuellement. Et après on peut même, dans tous les cas le moteur de jeu là pour le moment est assez basique on va dire. On peut aller plus ancien, même des scènes de type Nier Automata, ça pourrait être stylé d'avoir même du fog ici, ça serait bien qu'on puisse avoir ça dans notre moteur de jeu, donc ça sera à terme, et même plus ancien, même des scènes à la The Witcher, hein, c'est vraiment tout, ça rend toujours super stylé, et c'est toujours un bon objectif qu'on peut avoir quand on souhaite faire un moteur de jeu. Alors nous, pour le moment, donc on est assez loin de ces rendus. Nous, ce qu'on souhaite ici dans cette vidéo, c'est de pouvoir charger des modèles beaucoup plus complexes que des formes basiques que j'ai citées tout à l'heure, donc les cubes et les cylindres. Mais cette fois-ci, on veut pouvoir charger des modèles 3D avec un nombre de vertices assez volumineux. Donc pour ce faire, on va utiliser un type de fichier particulier qui permet de stocker un modèle, de définir un modèle 3D, notamment des vertices et des indices. Et on va utiliser notamment le type OBJ, qui est un type assez simple à comprendre, qui est un type de format développé par l'entreprise Wavefront Technologies, me semble. Hop, donc OBJ, Wavefront, donc c'est pareil, Wavefront Technology, et donc c'est un format de fichier de définition de géométrie. Hop, si je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc on va, hop, alors on va aller ici par exemple, on va en prendre un basique. On va prendre celui-là, Notepad, donc hop, c'est le fichier qui est pratique avec ce fichier là, et d'autres types de fichiers, par exemple le FBX, c'est que le OBJ lui il est lisible directement et compréhensible directement en fichier texte. Donc c'est assez simple, voilà à quoi ça va ressembler. Donc les fichiers OBJ vont définir différentes informations de géométrie 3D qui peut être simple ou complexe. En fonction des OBJ, vous allez voir qu'il y a des utilisations particulières des OBJ et qui peut gérer d'autres types de formes que des formes 3D, notamment des curves, il me semble, mais on va pas aller dans cette spécificité. Nous, on va s'intéresser vraiment au modèle 3D. Alors, donc, voici comment les fichiers OBJ vont être définis. Donc, on va pouvoir définir un OBJ ligne par ligne, et à chaque fois qu'on aura une ligne qui va commencer, eh bien cette ligne va être définie par une key qui pourra avoir différentes valeurs. Donc la key ici sera qu'on va notamment utiliser ici, ça sera V, VT, VN, F, use MTL, MTLib et O et G. Alors de toute façon je vous les afficherai à côté de manière listée. Donc ici ça va être simple à comprendre. Donc on va commencer par les vertices. Donc les vertices vont commencer par V et vont suivre une liste de 3 floats permettant de pouvoir définir le sommet dans l'espace. Alors ensuite on aura les UV, les coordonnées UV, qui va permettre de pouvoir définir des coordonnées de texture, donc là qui va être utilisé avec le terme VT,
Et ici, on aura deux composantes, deux floats, permettant de pouvoir définir la composante U et la composante V des coordonnées des textures. Ensuite, on aura les coordonnées normales, donc avec Vn, qui va également suivre avec trois composantes, pour définir la direction de la normale. Et ensuite, on aura les indices. Et les indices vont être une particularité, c'est qu'ils vont pouvoir définir, non pas uniquement des triangles, mais pouvoir également définir une liste de points définissant un polygone. Donc on pourra avoir des objets qui ont plus de 3 vertices. Donc ici, comme on peut le voir, ici on a 3 blocs. Je vais vous expliquer à quoi correspondent ces blocs. Mais ici, globalement, ici ça définit un triangle. Et ici on peut voir par exemple, qu'est-ce qu'on peut, le cup, ici, vous allez voir que ici il définit non pas des triangles mais des quads. Ici on voit bien qu'on a 4 blocs qui définit un polygone, donc un quad ici. Alors hop, donc ça c'était pour le cup, on revient sur le cube. Donc à quoi correspondent les 3 indices ici, à chaque fois. Donc les 3 indices vont permettre de pouvoir définir un couple plutôt un triple d'indices définissant l'index du vertice, l'index de l'UV et l'index de la normale. Donc 2 ici va correspondre au deuxième vertice qui se trouve ici. 1 ici va correspondre au deuxième coordonnée UV qui se trouve ici. Et 1 ici va correspondre à la coordonnée de normale qui se trouve juste ici. Donc c'est comme ça qu'on va définir vraiment les indices. Alors pour pouvoir appliquer ça à un moteur de jeu, et notamment avec les API de rendu, on va pas pouvoir utiliser directement ces indices-là. Il va falloir régénérer en fait ce qu'on appelle, on va régénérer en fait des vertex. Et en fait ici, globalement, si je prends par exemple ce couple-là 2, 1, 1, eh bien on va venir avoir une liste de vertices d'UV et de normal, et on va venir ajouter ce couple d'indices et définir des nouveaux vertices, des nouveaux UV et des nouvelles normales. Alors pourquoi on ne peut pas directement utiliser ces valeurs ici? C'est que tout simplement, là le nombre de vertices n'est pas égal au nombre d'UV, et le nombre d'UV n'est pas égal au nombre de normal. Dans des API de rendu 3D, notamment avec OpenGL, il va falloir utiliser des tableaux de même taille, et avec notamment des vertices, des UV et des normales qui ont exactement la même taille. Donc c'est pour ça que ici on va venir définir un nouveau vertex, comme ça on aura exactement, ici par exemple à ce moment-là, on aura on aura un vertex, enfin une coordonnée UV, une coordonnée de vertex et une coordonnée normale. Après ensuite on va continuer, on va ajouter cela exactement pareil, donc on va ajouter une deuxième valeur. Et dans on aura un tableau d'indices, donc l'indice ici ça sera 0, 0 pour le premier point du premier triangle, 1, 2, etc. Je vous afficherai pour que ce soit beaucoup plus clair. Et on va continuer ça, donc là on va ajouter le deuxième triangle, donc là ça va continuer. Et vous verrez que il se peut que vous allez retrouver les mêmes triplés d'indices ici et ici. Alors ici c'est pour ça que, donc là ça va vraiment spécifier en fait le même sommet. Et en spécifiant ici le même sommet, on va pouvoir non pas dupliquer le vertex, donc le vertex on va toujours avoir notre tableau de vertex, mais cette fois-ci c'est les indices qui vont venir être modifiés, et il va falloir avoir un système qui nous permet de pouvoir savoir si on a déjà rencontré une triplée de valeurs. Et globalement ici on va utiliser donc dans notre moteur de jeu un std tuple ici, donc qui va contenir 3 indices, et globalement on va venir et une std, d'ailleurs on va même le montrer, ça sera plus simple dans le moteur, ici, alors on va aller là-dedans, ici on va venir stocker un unordered map de tuple associé avec un indice correspondant globalement à l'index du tableau d'indices qu'on aura défini. Alors je ne vais pas aller dans le détail du code globalement, mais c'est comme ça qu'on va fonctionner. Donc on va revenir ici, on va vraiment avoir notre tableau d'indices de tuple, un tableau d'indices et un tableau de vertex, un tableau de normal et un tableau d'UV. Je vous détaillerai exactement
comment on fonctionne exactement de manière en code, mais globalement c'est comme ça qu'on va fonctionner. Alors, il existe aussi d'autres types, donc on a les dièses, donc les dièses vont nous permettre de pouvoir définir des commentaires dans l'OBJ, donc on n'en aura pas besoin dans notre moteur de jeu. Quand on va venir parser le fichier, eh bien on va ignorer la ligne suivant l'identifiant dièse. Et ensuite on aura aussi des informations d'objets, donc il faut savoir que les OBJ peuvent définir ne définissent pas forcément qu'un seul objet, peuvent définir aussi plusieurs objets et même peuvent définir des scènes d'objets. Ils ne permettent pas de définir une hiérarchie d'objets, contrairement à d'autres types de fichiers comme les FBX par exemple. L'OBJ est assez simple dans son utilisation et en réalité il manque certaines choses très utilisées dans les moteurs de jeu et notamment c'est pas forcément le type de fichier qui est utilisé, mais c'est l'un des fichiers les plus simples à comprendre et à visualiser. Alors donc du coup on aura deux types de groupes en fait, en gros grosso modo, on aura les objets, donc commençons par O, et on aura également les groupes. Hop, aller dans d'autres OBJ par exemple. Est-ce que le Cornell Box il y en a? Ouais, voilà. Donc on aura les objets. Donc globalement un objet, hop, il définit l'objet cube et on pourra avoir des groupes qui vont être en fait juste définir des sous-géométries à cet objet. Et globalement, par exemple, si je prends une maison, et bien une maison est composée de différents objets, le canapé, le lit par exemple, et bien ça pourrait être des sous-groupes. Alors, donc ça c'était pour les objets et les groupes. Les objets sont définis avec O et avec le nom après qui suit cube. Et pour les groupes, c'est un peu pareil, c'est G suivi de Flore. Globalement, on peut mettre d'autres noms ici, pas forcément nécessaire de mettre Flore ici, mais globalement, en gros, le groupe peut définir un nom avec des espaces. Hein. Ça sera le nom complet, ça sera ce nom-là. Bon, on va espacer ça. Et hop. Et les groupes sont forcément dans des sous-objets. Alors dans les OBJ, on n'a pas forcément d'OBJ qui sont définis. Globalement, s'il n'y a pas d'OBJ, eh bien, enfin il n'y a pas de O plutôt d'objet ici, eh bien c'est que l'OBJ ne l'a pas défini, mais globalement, s'il n'y a pas d'objet, il y a des groupes, mais il ne peut pas avoir les objets ne sont pas dans des groupes en fait. Donc, grosso modo, il faut forcément que les groupes soient des sous-groupes d'objets. Donc là ici, c'est qu'il n'y a pas d'objet, il y a juste des groupes, hop, qui définissent. Donc groupe ici va définir une liste de vertex, etc., etc. Alors une chose que j'ai pas abordée, c'est que parfois, vous allez voir que les couples ici sont définis de différentes manières. Donc ici, on a 3 couples de 1, 1. Et globalement, ici, vous allez voir que, par exemple, dans cet objet-là, on n'a que un chiffre. Donc, on définit toujours ici un quad pour définir notre polygone. Donc, c'est un quad ici. Mais globalement, ici, on n'aura pas du V et on n'aura pas de normal. Vous verrez également que dans certains objets, vous verrez que si je le mets tout en bas, on va le mettre plus en bloc-notes ici. Donc vous verrez également ceci. Hop, par exemple, -2 par exemple. Je vous expliquerai pourquoi il y a des valeurs négatives, mais déjà, hop, je vous explique. Hop. Du coup, vous verrez que les UV ne sont pas forcément définis, ou les normales ne sont pas forcément définis. Donc ici, on aura uniquement, quand c'est en fait défini de la manière suivante, c'est-à-dire avec un slash, eh bien, on aura le vertex à gauche et l'UV, la coordonnée UV à droite. Et globalement, si on souhaite définir uniquement les vertex et les normales, et pas d'UV, eh bien, on va rajouter un deuxième slash, hop, comme ceci, qui va définir, cette fois-ci, juste un vertex, enfin, les vertex et les normales. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et maintenant, pour les négatifs, donc, pourquoi ici on a des négatifs? Eh bien, tout simplement, c'est que au lieu de définir les indices de manière absolue, on va les définir de manière relative au dernier élément ajouté. Par exemple, ici on a -4, et bien il va venir pointer vers le 4e vertex qui a été ajouté juste avant. Donc ici ça correspondrait à -1, -2, -3 et -4. Et comme ça, ici, vous voyez qu'on définit toujours la même chose, f, -4, -3, -2, -1, ici ça sera pareil,
etc., etc. C'est que bah, tout simplement, c'est à chaque fois les précédents, et non pas, on compte pas non pas par rapport au premier vertex défini. Donc on compte bien à partir de 1 et pas à partir de 0, comme on pourrait le faire en code. Ici, c'est à partir de 1. Donc, hop, donc voilà. Donc ça, c'était la petite explication de comment fonctionne l'OBJ. Donc, pour la définition des géométries. Et maintenant, il va falloir, on peut également avec les OBJ définir des matériels. Alors, on ne les définit pas directement dans l'OBJ, mais avec un fichier externe qui est le fichier MTL. Et pour inclure un fichier MTL dans un fichier OBJ, on va utiliser le terme, la key mtlib. Et mtlib va venir définir un chemin relatif. Donc cornelbox mt.co.mtl par exemple ici. Et quand je vais dans mes dossiers ici, je vois que j'ai un fichier cornelbox mt.co.mtl. Et hop, je l'ouvre. Et là, on va venir définir différents matériels permettant de pouvoir définir voilà, les couleurs, les décomposantes ambiantes diffuses et spéculaires d'un groupe ou d'une géométrie particulière. Globalement ici, ce que c'est bien, c'est que ça utilise le modèle de Phong, donc c'est ce que nous actuellement on a dans notre moteur de jeu, donc c'est très pratique d'utiliser ce type de fichier, le fichier OBJ, dans notre moteur, dans la configuration actuelle de notre moteur de jeu. Alors, donc, si je retourne dans mon point OBJ, donc là on définit mtlib cornelbox mtl, et vous allez voir que pour pouvoir spécifier des matériels à des polygones, en fait, des faces, on va utiliser le terme useMTL, et on va suivre le matériel en question. Donc là on a floor, ceiling, back wall, right wall, etc., left wall, etc., etc. Et donc là on définit le matériel, et ces matériels vont être définis dans donc, le fichier MTL. Donc là on a left wall. Alors je ne vais pas parler de tous les éléments, mais globalement nous on va utiliser le NS qui pourrait être la composante, la shininess, donc la valeur de brillance dans le modèle de Phong. NI je n'utilise pas, je ne sais pas c'est quoi. KA c'est la composante ambiante dans le modèle de Phong. KD la composante diffuse dans le modèle de Phong. KS la composante spéculaire dans le modèle de Phong. KE je ne sais pas c'est quoi. Et globalement, hop, donc ça c'était les 3 paramètres. Et vous allez également pouvoir spécifier des textures. Alors dans celui-là on n'en a pas, mais par exemple si je vais dans par exemple Lost Empire ici, vous verrez qu'on a des maps, donc map KD qui est aussi un chemin relatif qui va venir récupérer une texture. Donc les maps KD c'est les textures des composantes diffuses, une carte diffuse en fait. Vous allez voir ici également map KA pour une composante ambiante, enfin une map de composante ambiante, map ambiante, et KS pour une map spéculaire. Donc ça c'est les différentes textures que nous on va gérer enfin dans le fichier MTL. Vous verrez que des fois il y a aussi des maps alpha. Ça par exemple c'est une map alpha. Alors hop, RGBA. Alors non peut-être pas celui-là, mais il me semble que si je vais par exemple dans hop, pas celui-là, dans celui-là, vous verrez qu'il y a une map alpha, il me semble, voilà. Ici, ça y est une map alpha, mais nous, globalement, on ne gère pas encore l'alpha, donc on ne le gère pas dans notre loader d'OBJ. Alors ça, c'était pour l'explication de l'OBJ et du fichier MTL. Et globalement, c'est à peu près tout. Alors, juste... ouais, du coup, donc ça, c'était pour la partie OBJ. Oui, une dernière chose, c'est que, comme je vous ai dit, les fichiers OBJ peuvent définir non pas forcément que des triangles, mais des quads, et globalement d'autres, même des polygones plus avancés, que ce soit concaves ou convexes. Et globalement, nous, dans notre moteur de jeu, on ne va pas gérer les quads, ni les quads, ni les polygones à n côtés. Nous, on veut gérer uniquement que les triangles, et donc du coup, il va falloir, dans notre moteur de jeu, trianguler en fait les polygones, les faces.
que ce soit concave ou convexe. Alors pour les formes convexes, c'est facile, on peut utiliser la technique de l'éventail. Donc si je mets fan triangulation, c'est tout simplement le fait de... Donc là on définit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, on définit 7 points de notre polygone. Donc, globalement, on va définir ici 7 points. Et pour trianguler, on aura tout simplement à partir du premier point et à définir les triangles en éventail. Du moins, il faut que dans tous les cas dans l'OBJ, les points sont continus, hein, ils ne sont pas mis n'importe comment. On suit bien les points sont bien continus dans la forme. Donc ça sera le point 1, le point 2, le point 3, 4, 5, 6, 7, etc. Par contre, pour les polygones concaves, ce sera plus compliqué. On va utiliser une autre technique, qui est la technique IR méthode, parce que la technique en éventail n'est pas applicable pour toutes les formes concaves. Et nous, on va utiliser la technique IR clipping méthode, qui va permettre de pouvoir trianguler le modèle qu'on souhaite. Donc, globalement ici, c'est une triangulation en IR méthode. Et hop, donc polygone IR par celui-là ici. Bon, après il y a d'autres techniques de triangulation. Nous, globalement, on va utiliser cette méthode. Je vais pas l'expliquer dans les détails. Il y a pas mal de sujets sur l'algorithme utilisé derrière. Et globalement, c'est pas le sujet de la vidéo. C'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais nous, on va utiliser cette méthode pour trianguler nos polygones. Alors, donc, ça c'était pour les petites explications du modèle OBJ. Hop, du fichier OBJ. Maintenant, voyons comment j'ai procédé dans mon moteur de jeu et comment on va charger les modèles 3D et les afficher sur notre écran. Alors, donc je l'ai fait en deux étapes. Donc la première étape a été j'ai fait un truc un peu brut. Notamment, j'ai utilisé les flux stream pour pouvoir lire le fichier. Globalement, ça n'a pas été assez performant. Donc, j'ai finalement décidé de ne pas utiliser les flux en C++ et j'ai directement en fait parsé le fichier, récupéré caractère par caractère et parser le fichier. Alors, on va aller dans c'était la version de base. Donc je vais pas vous l'expliquer en détail, hein. Le mieux c'est de vous montrer la version finale. Donc la version finale, voilà à quoi ça correspond. Donc j'ai créé une classe OBJ Loader et en réalité j'ai créé, si vous voulez, en fait il y a 3 méthodes qui vont être publiques et qu'on va pouvoir accéder. Donc la méthode load OBJ data, la méthode load MTL data et la méthode load OBJ. Donc ce qui va nous intéresser au final c'est load OBJ qui va venir charger des données et créer des entités et des mèches avec ce load OBJ et le load OBJ qui va venir charger des données. Donc d'abord en fait j'ai deux fonctions, une fonction OBJ data qui va venir charger vraiment les données brutes et les stocker dans les structures associées avec une liste de vertices, une liste de normales et une liste d'UV et une liste d'indices. Et notamment, c'est ce qui va permettre de pouvoir charger les matériels, les objets et les géométries. Donc moi, comment j'ai défini mes données OBJ, globalement, j'ai 3 containers, un container d'objets, un container de géométrie et un container de matériel. Donc le plus simple, le container matériel, on va juste définir en fait les matériels qu'on utilise dans les MTL. Hein. Globalement, c'est ce que je définis ici. Hein. Je vais juste récupérer les données là, les données que je gère bien sûr, hein. Je ne gère pas toutes les valeurs, mais globalement c'est ça que je vais utiliser. Donc là il y a le nom du matériel, la couleur ambiante, la couleur diffuse, la couleur spéculaire, la shininess et les 3 maps que je définis ici. Donc ça c'était pour les matériels. Ensuite j'ai les géométries data, donc qui vont contenir un matériel associé, une liste d'artistes, une liste d'UV, une liste normale et une liste d'indices. Et ensuite, j'aurai les objets
et les objets vont définir une liste de sous-groupes, donc un nom et un groupe, et les groupes vont définir dans un index associé à mon tableau de géométrie ici. Donc globalement, je peux avoir un groupe qui contient plusieurs géométries, parce qu'en géométrie, s'il y a deux matériels différents, et bien ces deux matériels vont devoir être contenus dans deux mèches distinctes, parce que c'est un mesh, un matériel. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai géré. Vous verrez que par exemple, dans d'autres moteurs de jeu, Unity par exemple, gère ce qu'on appelle des sous-matériels par mesh. Moi, globalement, c'est un mesh, un matériel. Et c'est comme ça que j'ai voulu gérer mes données. Alors, donc, on va aller dans vraiment la fonction qui est la plus intéressante ici, qui sera load_obj_data, qui va venir vraiment parser le fichier obj. Donc, je passe un nom de fichier obj ici. Hop. Alors, on va juste obj_data. Donc, je définis. Alors, ça, je n'utilise plus. Donc, je vais juste vérifier si le fichier c'est bien un fichier.obj, si le fichier n'est pas vide. Si quoi d'autre, si je n'arrive pas à l'ouvrir aussi, je return. Donc ça c'est des vérifications d'amont. Ensuite je vais venir récupérer ici la taille du fichier, donc total size, et je vais me placer en fait à la fin. Donc si kg, c'est qui va permettre de se placer à la fin du flux du fichier, donc sur le dernier élément, et c'est comme ça que je vais pouvoir récupérer la taille en fait avec file tailg, qui sera la taille totale le nombre total de caractères du fichier. Et ensuite je me replace à 0, et comme ça après je vais pouvoir lire le fichier en entier avec la taille que je leur ai associée, total size ici, et à la fin j'aurai une liste de caractères qui sera stockée dans mon buffer. Donc buffer c'est juste une liste de caractères. Alors ça c'est vertex UV normal, c'est des tableaux temporaires, car tout simplement j'aimerais stocker temporairement mes vertex ici, hein. Comme je vous l'ai dit ici, c'est pas vraiment les vertex finaux, et ça, les vertex finaux, c'est ceux qui se trouvent dans mes données de géométrie. Alors voilà, donc ici je définis un objet par défaut, hein. De base il y a un objet par défaut, un groupe par défaut. Ce groupe je l'ajoute dans l'objet actuel. Je définis un matériel, un ID qui est -1 pour le moment. Ça, c'est un container qui va stocker en fait une liste de fichiers MTL, et pour chaque fichier MTL, on aura une liste de matériel, enfin de noms de matériel, qui sera associé en fait en ID, et cet ID, c'est l'ID qui sera contenu dans mon tableau de matériel ici. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai géré les index de matériel. C'est si jamais je rencontre plusieurs fois le fichier mtlib, bien je peux directement récupérer le matériel associé. Ensuite, donc, je crée un objet vide, donc géométrie data vide. Je l'envoie dans la géométrie de collection. Hop, ici, géométrie data collection, c'est ça. Et ensuite, j'ai mon tableau d'UV, de Time Plan List Collection, et ça, je vais venir parser ensuite mon tableau de caractères. Donc, je vais vérifier que le current position inférieure à buffer size, et ensuite, je vais venir parser en fonction du caractère, enfin de la key associée à la ligne. Donc là, par exemple, si je vais VT, eh bien, j'ai des fonctions qui vont permettre de pouvoir récupérer des vecteurs 2D, comme ceci. Donc je vais montrer, donc juste comme je vous montre un peu les trois, c'est un peu pareil, hein. Pour les VT, je utilise vecteur 2D from buffer. Ensuite, je skip la ligne si jamais il y a des trucs qui continuent, puisque en réalité, des fois, parfois, ici on peut avoir 1.0 par exemple à la fin. Donc ça, c'est une petite sécurité que j'ai mis de skip la ligne, parce que je ne gère pas la quatrième valeur en fait. C'est notamment associé aux curves, il me semble, mais j'ai pas plus de détails, et notamment je ne l'utilise pas dans mon moteur de jeu. Donc ensuite on a les UV, les normales ici, donc c'est pareil, et les vertex, et j'utilise read vector 2D from buffer et read vector 3D from buffer. Alors ça fonctionne à quoi? Donc
hop, on va aller le float. J'ai créé plusieurs fonctions. Donc ici, je vais venir directement utiliser des fonctions strtof qui va venir prendre le début, l'index dans mon buffer, le début en fait de la valeur, et il va venir retourner un float et une fin qui va être en fait le caractère qui se trouve juste après le nombre en fait en question. Donc globalement là, si je suis au caractère, si je me trouve par exemple sur moins par exemple ici, eh bien il va venir lire moins 1.01 et il va retourner le caractère end ici. Il fera un pointeur en fait sur ce caractère et je vais tout simplement récupérer en fait la différence entre les pointeurs pour pouvoir me déplacer dans mon buffer. Donc ça c'était cette fonction. Après les fonctions c'est un peu pareil, hein. J'ai aussi une fonction pour les longues, long from buffer ici, strlol, enfin tol plutôt, strtol pour les longues. Pareil pour les vecteurs 2D, pareil pour les vecteurs 3D, c'est juste que je répète l'opération plusieurs fois. Pareil pour les couleurs, parce qu'à la fin du coup ici je retourne une couleur, etc. etc. Ça c'était pour, on vient en bas, c'était pour les attributs de Vertex, et ensuite après on a pour les objets. Globalement je ne gère pas mes objets quand ils sont vides, donc quand si en fait si j'ai pas eu de géométrie, en fait si j'ai pas eu d'indice entre temps, par exemple ici si j'avais pas eu d'indice ici, hop, si j'avais pas eu d'indice ici, et eh bien l'objet floor n'existerait pas. Enfin, je l'aurais pas inclus dans mon moteur de jeu. C'est comme ça que j'ai géré le parsing. Et globalement, si je n'ai pas de géométrie en cours, eh bien je vais venir soustraire ceci. D'ailleurs, ça c'est pas forcément utile puisque je le refais ici. Ouais, bon, globalement, je vais juste en fait enlever la géométrie que j'ai mis juste avant. Et si c'est pas vide, eh bien je vais en créer une nouvelle en fait. En gros là, j'en ai créé pas, j'utilise celle qui a été utilisée avant, et sinon j'en ajoute une nouvelle pour pouvoir l'utiliser plus tard. Ensuite ici, c'est si mon groupe actuel est vide, eh bien je l'enlève, et sinon je crée un nouvel objet en fait. Donc là, comme c'est on crée un nouvel objet, ici je crée un nouvel objet si jamais en fait mon objet n'était pas vide. Donc si en fait j'ai pas de polygone actuel dans mon objet, eh bien je vais utiliser le même objet. Sinon, j'en ajoute un nouveau. Et puis après, bon, j'ajoute un nouveau groupe. J'ajoute un nouveau groupe, etc., etc. Donc, j'ajoute ce groupe à mon objet. Donc ça, c'est ma liste d'objets. Je fais back, je récupère le dernier objet ajouté et j'ajoute le groupe. Et ensuite, je skip la ligne. Donc, skip line, je vais vous la montrer. Tout simplement, juste vérifier qu'on n'ait pas atteint un caractère de saut à la ligne ou de retour à la ligne. Non, juste de saut à la ligne. Et si on atteint un caractère de saut à la ligne, eh bien on continue, enfin on arrête quoi. Et j'incrémente bien sûr le current pose ici, hein, c'est ce pose là que je souhaite incrémenter. Donc je vais revenir dans ma fonction objet data. Donc ça c'était pour les objets. Pour les groupes c'est un peu pareil, hein. Je vais juste vérifier que le géométrie n'est pas vide, sinon j'enlève la géométrie, sinon j'ajoute une nouvelle. Si mon groupe actuel n'est pas vide, eh bien j'en ajoute un nouveau. Et ensuite je incrémente avec une nouvelle géométrie block count je vais juste définir une nouvelle géométrie block count. Et ensuite c'est on skip exactement la ligne. Et ça ici vous verrez que je le fais à chaque fois ici, je clear en fait la liste d'indices. C'est une liste d'indices temporaire qui permet juste de définir si on a déjà rencontré un indice. Donc ici en fait globalement ça va juste clear ici la dernière associée. Donc quand je vais arriver ici par exemple, et bien en fait ça va clear le tableau d'indices associé à ça. Et voilà, donc ça c'était pour les groupes. Ensuite on a les mtlib, donc les mtlib je vais récupérer le nom du fichier, d'ailleurs comme ici, read remain string from buffer, c'est juste une fonction qui récupère en fait juste la string qui reste. La string qui reste pour récupérer le nom associé. Donc je vais revenir sur mtlib, donc là je récupère le pass. Je vérifie que le pass je ne l'ai pas déjà rencontré par le passé, parce que vous verrez que
Alors je ne sais pas pourquoi des fois il y a ce genre de truc, mais je l'ai rencontré dans celui-ci. C'est bien d'avoir plusieurs tests de fichiers objets, car vous verrez qu'ils définissent tous des fichiers objets de différentes manières en fait. Est-ce que je vais le trouver? Hop, mtlib, mtlib. Donc là on a mtlib livingroom.mtl et vous verrez qu'on retourne encore mtlib livingroom.mtl. Je ne sais pas pourquoi ce fichier objet l'utilise. Enfin, en fait, appelle la fonction plusieurs fois. Globalement, normalement, dans un fichier objet, tu l'appelles une fois, et après, automatiquement, ça va venir utiliser ce fichier en question. Bon, globalement, même si on le définit plusieurs fois, c'est pas forcément grave. Mais globalement, moi, j'ai pas envie de recharger à chaque fois le fichier MTL, parce que notamment ici, je crois qu'il y en a beaucoup. Vous verrez que les fichiers objet, hein, c'est assez long. Là, il y a 1 million de lignes, donc c'est pas forcément le plus pratique. C'est pour ça que c'est pas forcément le fichier le plus utilisé. C'est mieux d'avoir des fichiers binaires déjà. C'est beaucoup plus rapide. Que le fichier objet. Alors, mais voilà. Donc, ensuite, donc si je ne l'ai pas déjà rencontré, eh bien, je viens charger ce fichier MTL. Alors, j'ai get full pass, juste pour récupérer en fait, non pas parce que là le fichier est relatif, mais le fichier global. Et pour le fichier global, j'ai juste à passer en fait le pass du fichier obj. Et ça va venir prendre le parent en fait et ajouter ce file pass. Voilà. Globalement, c'était ça. Hop. mtlib, donc je viens charger le fichier mtl, et pour le fichier mtl, en fait, je vais faire exactement comme le fichier obj, hein. Ma liste de matériel, ici, je vais juste définir le buffer. Je viens parser le buffer à chaque fois, et là, j'ai ka, donc je vérifie qu'on n'est pas que la taille n'est pas supérieure au buffer size, une petite sécurité. J'incrémente de 3. Pourquoi ici en fait des fois j'incrémente de 3, des fois j'incrémente de 7 par exemple ici, tout simplement que ici j'incrémente de 3 parce que quand je le lis par exemple en fichier MTL ici et que quand je lis en fait KD, ben, je déplace de 1, 2, 3. Donc ici j'arrive jusqu'ici. Et ensuite je peux lire normalement le buffer avec read RGB color from buffer. Donc je définis le matériel, je skip la ligne, etc. Et donc ça c'était pour à chaque fois les composantes. Si j'ai une valeur qui est hop, new MTL, c'est que ça définit un nouveau matériel. Et quand je définis un nouvel matériel, eh bien je vais venir envoyer le dernier matériel en fait qui a été défini au matériel en question avec le nom ici. Donc ça va définir l'ancien. Ici c'est juste que si je suis au premier matériel, eh bien je ne fais rien. Et ensuite, si ouais, c'est une petite sécurité aussi, si je redéfinis deux fois le matériel, eh bien je vais juste en fait venir remodifier en fait le matériel en question. Bon, c'est une petite sécurité, je ne sais pas si c'est un cas qui existe dans les matériels. Dans tous les cas, on ne gère pas tous les cas et ça sera au cas par cas si jamais on devra améliorer l'odeur d'OBJ. Si jamais on a un OBJ qui est utilisé et qui est différent, quoi. Enfin, s'il y a des cas particuliers, quoi. Donc pour le moment, on va pas gérer tout de toute façon, hein. Et il n'est pas exclu que j'utilise d'autres librairies déjà établies qui ont fait leurs preuves et qui est assez à la fois performant et à la fois qui gère beaucoup de cas. Mais globalement, moi, pour le moment, là, en tout cas les OBJ que j'ai gérés fonctionnent. À voir si on a besoin d'autres OBJ. Et ce sera pas exclu que j'utilise d'autres librairies. Alors, donc on va revenir ici. Donc ça c'était pour les groupes. Pour les mtlib, hop, donc je le charge, je l'ajoute en fait au matériel collection, hein. C'est ça que je veux, hein. Moi je vais ajouter mes matériels à ce vecteur. Ensuite, donc use mtl, c'est quand j'utilise le matériel en question, et là ça sera pareil en fait, c'est si si la géométrie actuelle n'est pas vide, eh bien j'en ajoute une nouvelle, sinon je vais continuer avec la géométrie data collection que j'ai ajoutée précédemment. Ici c'est je définis le matériel, en fait c'est si jamais j'ai défini ici
plutôt dans OBJ, si par exemple ici je définis un MTL qui n'existe pas dans mon fichier MTL, dans le dernier fichier MTL défini, eh bien je vais définir le matériel à moins 1. Donc c'est une petite sécurité aussi ici. Et ensuite, les indices. Donc ici, je vais venir parser, hop, en fait ici cette boucle globalement c'est tout simplement, ça veut venir, si je prends un indice quelconque, on va venir ici, donc le while ici va venir définir à chaque fois, il va se balader en fait dans la ligne. Globalement on va commencer au 2 ici, hop, donc je vais finir 3 indices par exemple ici, indice 0, indice 1, indice 2, je vais lire le premier indice ici qui va me retourner ce caractère là. Donc une fois que j'ai ce caractère là, je vérifie toujours que je n'ai pas dépassé, c'est une sécurité aussi. J'avance sur une position ici, plus 1, je l'avance ici. Peut-être je vous mettrai un peu plus gros, parce que je vous zoomerai peut-être au montage si c'est un peu trop petit. Donc ici le 2, on arrive ici, hop, je vérifie que je ne suis pas supérieur. Ensuite je lis l'indice, ici pareil, j'arrive ici, hop, donc à la fin de ça j'arrive ici, je fais plus 1, je vérifie si ma taille elle est toujours bonne, et ensuite je lis le dernier indice ici. Ensuite ici, donc là c'est si jamais mes indices sont négatifs, et s'ils sont négatifs, je vais juste modifier les indices, parce que moi je veux dans mon tableau d'avoir que des indices positifs, et bien je vais les mettre en absolu. Donc je les mets en absolu ici, ensuite j'ajoute dans mon tableau face indice, et face indice c'est juste un tableau de tuple qui va définir en fait tous les tuples de mon polygone. Donc là j'ajoute le premier. Ensuite bon là c'est si jamais j'ai atteint la fin, je break le while. Sinon je continue, donc là je vais faire plus 1, hop, je reviens ici, ensuite je refais la même chose, etc. Je reviens ici, donc là à la fin ça va mettre mes trois blocs. Et ensuite, je vais venir les trianguliser, les trianguler. Donc, si jamais j'ai une face indice supérieure à 3, sinon, globalement, je ne gère pas les indices qui n'ont... En fait, je ne gère pas les indices inférieurs à 3. Globalement, pour elles, les OBJ, ils peuvent définir des segments. Et moi, pour le moment, je ne l'ai pas fait. C'est parce que c'était pas forcément le but. Le but, moi, ici, c'est d'avoir des modèles 3D définis avec des triangles. Donc, je vérifie que c'est supérieur à 3. Je viens ajouter en fait, je vais récupérer en fait juste les points, et avoir une liste des points associés à chaque indice. Donc, globalement, c'est ce que je fais ici. Hein. J'ai ma liste de points ici. Oups. Ma liste de points ici. On va zoomer un peu comme ça, ce sera mieux. Ma liste de points. Ensuite, je l'ai converti en 2D, parce qu'en gros, grosso modo, pour trianguler un polygone, j'ai préféré en tout cas le faire en 2D. Globalement, à voir si c'est possible de le faire en 3D. Je dirais que oui, mais globalement, moi je l'ai fait en 2D. Pour que ça soit plus simple à visualiser. À visualiser au niveau de l'algorithme. Et il faudrait voir si ça marche en 3D, les algorithmes utilisés ici. Parce qu'un polygone, de toute façon, c'est en 2D, mais globalement, à voir si en 3D ça marche dans tous les cas. Voilà, j'ai fait une petite conversion en 2D, juste sur le plan en fait, en tous les cas les polygones ici sont faits sur le plan, enfin c'est des polygones en 2D qui sont juste sur le même plan, et moi je fais juste une petite projection sur le plan, et globalement c'est une petite fonction de projection sur le plan. Je ne vais pas aller dans le détail, globalement je récupère les normales associées à chaque point, je fais une petite moyenne, et après je vais venir définir le plan en fonction des normales associées en fait, globalement. Avec une petite projection ici, je fais une petite projection sur le plan, et après je récupère les valeurs en deux dimensions. Ici ça permet de pouvoir récupérer les valeurs en 2 dimensions. Hop. Donc je les projette ici, ensuite je triangule en fait mes points, donc ça va me retourner une liste d'indices. Donc là si j'ai que moins de 3 indices, je retourne directement un 10. Ouais. Si j'ai moins de 3 indices, je retourne un 10.
Et ensuite, je peux continuer. D'ailleurs, je peux même faire ça aussi. Ici, if. Juste comme ça va éviter calcul pour rien. Voilà, ici, donc globalement plutôt ça. Pushback. C'est déjà un triangle, et bien je peux retourner directement le tableau d'indice. Et si c'est moins qu'un triangle, bien là pour le moment il faut mettre une erreur ici, mais bon je l'ai pas fait. Parce que j'ai pas encore de debugger, et qu'il faudra d'ailleurs ajouter à notre moteur plus tard. Alors donc globalement c'est donc ça c'est la méthode Polygon IR méthode. Bon, je vais pas aller dans les détails comme je vous avais dit, mais je vous la montre quand même, comme ça vous pouvez avoir un peu le fonctionnement. Notamment il faut récupérer l'angle pour la méthode, et get angle, donc voilà, etc., etc. Je vais pas aller dans les détails. Et j'ai aussi, donc ça c'était la fonction get angle, donc je l'ai ajouté dans Geometry Utilities, qui est ma classe qui est utilisée pour les géométries, notamment les fonctions qui vont être associées aux géométries. Donc là c'est la méthode en éventail, donc elle est assez simple, vous voyez, contrairement à la méthode Polygon IR méthode ici, qui est plus compliqué à mettre en place, mais qui est plus général. Donc là, c'est une fonction qui permet de savoir si mon point est dans un triangle. Ça récupère des fonctions barycentriques. Vous voyez hein, qu'il y a des utilités. Hein. Là, ici, la fonction barycentrique. Ici, j'ai une fonction pinada que j'utilise pour les coordonnées barycentriques. Et les coordonnées barycentriques, j'utilise notamment pour. C'était où? Il me semble. Alors. Point in triangle. Oui, c'est juste pour savoir si le point est dans le triangle. Ouais. Si le point est dans le triangle, eh bien je peux. Donc c'est que par rapport à l'algorithme IR méthode, qui est il faut que un des points ne soit pas contenu dans les triangles. Bon, globalement, je vais pas aller dans les détails comme je vous ai dit, parce que là j'ai pas forcément l'algo en tête. Ça fait un peu longtemps que je l'ai fait, et c'est pas le but de la vidéo. Alors, donc, ça après, voilà, je vous montre un peu les center, get center with point. Donc là, ça récupère une moyenne de points. Ensuite, ça c'est pour projeter les points sur le plan. Voilà. Et ça c'est pour projeter un point. Ouais, donc ça c'est les points sur le plan. Et ça, c'est je projette un point sur le plan. Voilà. Voilà. Donc si je retourne dans ici, donc je triangule, j'ai une liste d'indices, et avec cette liste d'indices, bah, je vais pouvoir définir donc soit ici, donc std tuple, ça va juste en fonction des indices ici récupérés, en fait, ça va juste récupérer hop, ici, hop, donc face indice, ça va juste récupérer, par exemple là, si j'ai indice ici, c'est 0, bien ça va récupérer ce couple là, si c'est 1, ça va récupérer celui-là, etc., etc. Si je l'ai déjà rencontré ici, c'est pour ça que j'ai une structure temporaire, une collection temporaire ici, que je viens vérifier si ça existe déjà, et si ça existe déjà, ben, je récupère juste l'indice, et je pull back l'indice associé ici. Donc je l'ajoute ici, et sinon bah, je vais créer des nouveaux vertex, des nouvelles normales et des nouvelles UV. Et bah, pour ce faire, je vais juste récupérer pour les vertex l'indice associé ici. Hop, je vais récupérer le vertex ici. Donc je fais -1 parce que comme je vous ai dit, ça commence à 1. Et le tableau commence à partir de 0. Là, je vérifie si d'ailleurs, d'ailleurs, il y a un, voilà. J'avais géré ici si c'était négatif, mais globalement, je le fais directement ici. Donc, je n'ai pas besoin de le faire là. Globalement, c'est pas nécessaire.
pas nécessaire de le faire. Hop, je peux directement faire une petite optimisation. Hein. Globalement, il y a pas mal d'optimisations à faire encore. J'en ai déjà fait quelques-unes. Et globalement, on est loin encore de ce que pourraient faire des librairies déjà établies. Mais c'était pas le but de ça. Hein. Le but, c'était pas forcément d'avoir la librairie la plus optimisée. C'était de comprendre d'ailleurs l'algorithme derrière. Et c'est toujours bien d'optimiser hein, quand c'est vraiment critique et qu'on souhaite avoir une librairie assez, on va dire, clean en termes de performance. Alors, donc là, c'était les normales, les UV et les vertex. Donc à chaque fois, je récupère. Donc là, si l'UV indice égale à 0, c'est possible. Hein. Il a dit que des fois, il n'y a pas d'UV. Donc quand il n'y a pas d'UV, c'est que moi, je l'ai défini à 0. Et s'il n'y a pas d'UV, ben, moi, je vais définir l'UV moi-même à 0, 0. Sinon, ben, je récupère l'UV et je l'ajoute dans la géométrie collection. La dernière ajoutée en tout cas. Et pour les normales, c'est pareil. Ensuite, eh bien maintenant, je rajoute l'indice. Je vais préparer un nouvel indice qui va être juste le dernier vertex à ajouter. Hein. J'aurais pu mettre UV parce que c'est la même taille, mais j'ai mis vertex ici. Et j'associe mon test tuple ici à le vertex en question ici. Voilà. Et ensuite, je skip la ligne. Et globalement, ici, je skip la ligne également aussi. Là, je skip la ligne si jamais je n'ai jamais rencontré ni F, ni les valeurs les keys que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et également, vous verrez que pour le MTL, j'ai géré la dièse ici. Pourquoi j'ai géré la dièse? Tout simplement, c'est que il y avait une petite complication, c'est que là, vous voyez que les MTL il y a un petit espace ici, et moi je ne l'ai pas géré. Donc en vrai, je pourrais gérer l'espace ici, en fait, skip l'espace d'abord et ensuite skip la ligne si j'ai rien du tout. Mais globalement, moi je l'ai pas fait. Ce que j'ai fait, c'est je vérifie si j'ai une dièse, je skip. Sinon, je considère que j'incrémente qu'une position et automatiquement, quand je vais incrémenter, dès que ça va détecter le premier caractère, eh bien, ça va venir récupérer le reste. Et bah, pour l'OBJ, je l'ai pas fait parce que j'avais pas cette complication là. Mais globalement, c'est peut-être mieux de le faire. Mais voilà, j'ai pas eu le cas à gérer pour le moment, en tout cas pas pour les OBJ que je gère actuellement. Donc voilà. Donc ça c'était pour le loader d'OBJ. Hein. Donc voilà. On va retourner dans le load d'OBJ. Donc le load d'OBJ ici. Donc là j'ai mis des timers en fait, c'est juste pour que je calcule en fait la durée de mon loader d'OBJ. Ensuite, ce que je veux moi, c'est que utiliser ces données brutes et de créer des entités. Et pour ce faire, en fait, donc tu es une liste d'OBJ, c'est tout simplement une liste en fait d'entités. Et donc j'ai un asset qui permet de définir une liste d'entités qui est create entity group, qui est tout simplement, de toute façon je l'avais déjà expliqué dans la dernière vidéo, dans le scene graph notamment, qui est notamment juste une liste d'entités en fait. Ça définit juste une liste d'entités. Donc je parcours mes objets. Ensuite, je crée une entité pour chaque objet. Create scene entity, c'est juste à créer une entité vide en fait, avec un scene component ici. Et ensuite, hop, je vais zoomer un peu quand même. Donc, je crée l'entité, enfin je récupère l'objet et je crée l'entité avec le nom d'objet. Entity group asset. Ouais, c'est juste que à la fin je return un entity group asset, donc quand je crée la scène, je veux pouvoir l'ajouter à entity group asset. Je vous montre un peu mieux. Donc c'est pour ça que là j'ai un pointeur, pointeur, ouais, voilà, je crée l'entité et ça, enfin je vais créer l'entité en fait qui va se venir s'ajouter ici. Donc ça c'est create entity, c'est ça qui va ajouter mon entity. Hop. On retourne là, hop, create entity. Ensuite, je viens parcourir les sous-groupes. Donc les sous-groupes, je viens ajouter une entité au entity group asset et je crée une entité ici, group entity. Voilà.
Alors globalement ici je crée non pas une scène entity mais une entité. Tout simplement c'est que des fois alors ouais. Donc là je crée directement une entité sans component vide. Ensuite je parcours les géométries data associées. Je crée le mesh par rapport à ce géométrie data. Donc là je lui passe un nom bon, assez rébarbatif. J'ai pas encore géré c'est pas encore bien géré le système de noms et vérifier que des noms n'existent pas. Bon, je l'ai fait, mais globalement, vous verrez qu'il y a des petites. On pourrait améliorer la chose. Bah, je vous l'expliquerai un peu plus tard là, dans la vidéo, mais voilà. Donc, ensuite, j'associe les vertices UV normal et indice au mesh. Je récupère le mesh renderer component et j'associe le mesh, j'associe le shader. Blind Func Shader, c'est le shader que j'utilise par défaut pour le moment. Je viens créer un matériel, donc pareil hein, pour le nom, create matériel, et il va venir prendre un matériel data, et il va retourner un matériel. Donc ça veut juste créer un matériel ici, qui est la structure que j'utilise dans mon moteur de jeu. Et donc je vais créer des textures, si jamais le pass n'est pas vide. Alors là j'ai pas vérifié s'il était vide, et globalement je le vérifie directement dans Create Texture. Donc là je vérifie si le pass il est vide. Je vérifie si le pass il existe ici. Donc là, et, ouais, j'ai fait une petite ici. C'est un peu la même chose que ici. Globalement, ça sert un peu à rien parce que je le refais ici. Hop. Ici, je récupère l'asset manager. Je vérifie que la texture n'a pas déjà été chargée. Hop. En tout cas là, moi je veux pas que les textures soient enfin, j'ai mis un booléen pour est-ce que je force la texture à être chargée encore ou pas, sinon je récupère la texture déjà utilisée. Ensuite ici je génère un nouveau nom, donc c'est ça que j'ai utilisé pour pouvoir générer des noms uniques. À voir si encore une fois si je parce que là pour le moment tous mes assets sont stockés dans la même structure, et notamment donc je peux avoir si je veux un cube, et bien bah, le cube, si j'appelle un objet une texture cube, eh bien par exemple je pourrais pas appeler une autre un mesh cube par exemple, donc c'est pas possible. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être revoir mon système, peut-être dans les noms mettre une extension à chaque fois, donc cube.texture, cube.mesh, je sais pas, hein, que j'ajoute à la main. Bon globalement moi je l'ai pas fait, c'est pas grave, c'était pas le sujet de la vidéo pour le moment. Donc je génère un nom unique, je crée ma texture, j'ajoute le nom à une liste de maps, ça j'ai rajouté aussi. En fait j'ajoute chaque asset à un nom, j'associe exactement des assets qui ont été chargés à un nom, notamment pour les textures, notamment pour les shaders aussi. Pour les mèches je l'ai pas fait parce que les mèches on les charge directement, enfin il y a des mèches qu'on peut avoir en asset mais qui ne sont pas des fichiers à proprement parler. C'est des petites spécificités, hein, c'est pour ça que c'est pas encore assez bien défini dans le moteur. Et globalement c'est tout. Voilà. Donc c'était pour Create Texture, enfin Create Matériel plutôt. Et à chaque fois je définis, je mets un matériel par défaut avec des textures white par défaut, si jamais les textures ici sont vides en fait. Hop. On va pas faire ça, on va revenir en bas. Donc c'est juste au-dessus. Ensuite, j'associe le matériel au mesh component. Hop. Ensuite, ici, si je suis le premier, en fait, c'est key 0. Group entity. Ok, en fait, j'ai fait une sous-liste de 7 par an groupe. Ouais, en gros, j'ai un premier mesh, un premier objet mesh qui est en parent du groupe, enfin, qui est le premier objet du groupe, qui est le root du groupe en fait, group entity. Et ensuite les autres objets mesh component vont être juste enfants de ce root en fait. Donc je l'ai géré comme ça. On aura pu gérer aussi que uniquement en entité.
Donc là, je fais l'application que pourrait faire Unreal Engine, et c'est d'avoir des sous-objets à la fois dans mon groupe. Donc mon groupe est une entité, et les entités ont des sous-components, et chaque component est un mesh renderer, un mesh component. Donc ça, c'était comment j'ai procédé, et ensuite j'affiche la taille du fichier à la fin. Alors, on va venir lancer... Non, je vais juste aller dans World quand même pour montrer un peu les objets que j'ai gérés. Ensuite, dans World, donc, je charge donc, toujours mes assets. Je charge tous mes OBJ. Hop, toujours des Entity Group Assets, hein, je vous rappelle. Donc, je n'ai pas chargé tous les objets que j'ai ici. Donc, si vous voulez avoir accès, c'est dans sur GitHub. Et globalement, si vous voulez le site où je les ai récupérés. Donc, je les ai récupérés sur. Alors, je vous dis ça. Hop. Ça. C'est sur Computer Graphic Archive. Vous verrez qu'il y a plusieurs objets en fait. C'est de là que j'ai récupéré tous les objets. Hop. Globalement, c'est. Vous verrez qu'il y en a qui sont plutôt sympas. D'autres qui sont. D'autres que je n'ai pas téléchargé. Par une galerie, je ne sais pas si je l'ai testé. Je ne sais pas si je l'ai par exemple. Galerie. Hop. Ouais, je n'ai pas tout téléchargé. Globalement, c'est pas forcément grave. Vous pourrez aller voir. Je mets de toute façon ce site en description si vous voulez avoir les autres OBJ. Alors, donc, je les charge. Ensuite, j'ai créé un component qui va permettre de switcher entre les OBJ. Et donc, ça c'est le component que j'utilise, Send OBJ Loader Component. Hop, c'est vu là-dedans. Donc, j'ai une fonction SOBJ, une fonction PrevOBJ et une fonction LoadOBJ. Et si je vais dans le start, je vais faire avec Q et E du clavier Prev et Next, donc ça va juste soit montrer l'objet suivant, soit montrer l'OBJ précédent. Hop, et c'est pour ça que là, OBJ Object, dans World, je les ai appelés à chaque fois de 0 jusqu'à 18. Ici. Donc, hop, je reviens là-dedans. Donc ici, je viens afficher hop, le premier OBJ, l'OBJ 0. Donc je l'instancie, j'ai créé une fonction InstantiateEntityGroup qui va venir récupérer, qui va venir en fait cloner les entités et les ajouter au monde. Donc entity insert les ajoute au monde. Et une fonction delete entity. Et pour le moment, quand je destroy entity, il faut obligatoirement que l'entité est une entité qui a été instanciée dans le monde. Donc isWorld entity. Et ça en fait isWorld entity, je l'ai défini ici là. Donc j'ai un petit paramètre, est-ce que ça a été ajouté dans la scène. Tout simplement pourquoi je fais ça, c'est qu'il y a des entités par exemple qui ont été stockées dans ma liste de scènes. Si je vais par exemple dans World, vous verrez que les entités ici là, create entity, eh bien en fait ils sont stockées dans la scène. Donc j'ai pas quand je fais destroy entity, enfin quand j'appelle la fonction destroy entity de World, je veux uniquement pouvoir passer des entités qui appartiennent au monde. Donc c'est le but. À voir encore si je modifie pas les choses plus tard. Non mais ça sera à voir plus tard. Donc je reviens dans mon hop, mon SendLoader component ici et ensuite hop, et ensuite donc je définis next obj, prev obj, unload obj, clone, et donc la fonction next.obj va juste décharger l'obj actuel. Donc unload obj, ça veut juste appeler les destroy entity. Et sinon, je vais instancier l'entité groupe à partir des. Je fais juste get asset. Hein. Entity group asset, je récupère l'objet en question. Et ça va venir récupérer l'objet en fait, que j'ai défini en fait dans World. Hein. Je vais juste récupérer cet objet-là. Hein. Parce que là, ici, ça en fait, ça l'ajoute à l'asset manager. Hein. À chaque fois en fait, quand je fais load obj ici, eh bien vous allez voir que hop,
Alors, je l'ai fait. Ouais. Ici, Asset Manager, Create Entity Group. Donc ça crée une entité associée à l'objet. Voilà. Donc, hop, je reviens ici. Je le charge. Ici, pareil, hein, j'ai décrémente et je décharge et j'instancie le nouvel objet. Donc c'était à peu près tout. Je vais vous laisser sur ça comme explication. Et je vous montrerai en image les différents OBJ que j'ai trouvé sympas. Et je vous laisse sur ça. Je vous dis à la prochaine. C'était Marwan pour de nouvelles quêtes d'un programmeur.